Alors, d'habitude, on enchaîne avec les recommandations culturelles, mais aujourd'hui est un jour spécial puisque j'ai la chance d'avoir à mes côtés 6 chroniqueuses d'exception que je vais citer. Suzanne, Mégane, Myrtza, Racha, Fatia et Meissa, qui m'ont aidé à préparer cette émission et donc ils vont venir maintenant intervenir et poser des questions supplémentaires. Donc, on a brainstormé ce matin. Elles ont été, je dois dire, vraiment super pro. Elles avaient plein de questions très intéressantes, etc. Donc, on a un petit peu sélectionné. Et donc, je leur laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Meissa. Bonjour. J'aimerais savoir comment l'équilibre entre votre vie privée et professionnelle se fait et comment vos passions peuvent-elles s'organiser au quotidien. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent dans les inquiétudes. Et alors, tu vois, Nathalie, je trouve que c'est assez fou parce que c'est vraiment une question qui est très liée toujours aux sciences et aux maths. Et en fait, j'ai envie de dire, déjà, premièrement, mon métier, il n'est pas différent des autres métiers dans le sens où cette question-là, elle se pose dans la vie active, on va dire, quel qu'il soit. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, voilà, je vais y répondre, mais je veux dire par là que ce métier spécifiquement, en tous les cas, les maths et la science ne modifient pas la réponse que je vais te faire, je pense. Voilà. Après, personnellement, après, c'est quel est le curseur que tu veux mettre entre ta vie privée et le temps que tu vas passer dans ton travail et le temps que tu vas passer dans ta vie perso. Et j'ai envie de dire, ce curseur, en fait, il dépend de chacun et de tes envies et du moment dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ta vie où ce curseur, il peut être plus ou moins dans la vie pro ou dans la vie perso. Et en fait, il faut que tu sois toujours à l'aise, en fait. Tu vois, il ne faut pas être dans une situation où tu te sens mal à l'aise, où tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et en fait, là, je vais reprendre même un argument qu'une coach m'avait donné, qui s'appelle Elisabeth et que je salue. En fait, il n'y a pas 2 piliers, il y en a 3. Il y a la vie pro, la vie perso, donc l'entourage, etc. Et il y a toi. Et ça, c'est hyper important, mesdames. Parce que, en fait, si vous pensez que à la vie pro et que à la vie perso, c'est-à-dire votre famille, vous allez vous oublier. Et en fait, ce pilier-là, il est extrêmement important aussi. Et donc, en fait, c'est 3 pattes. C'est 3 piliers, c'est pas 2. Et après, l'équilibre sur ces 3 pattes-là, en fait, c'est à tout moment, cette question-là, vous pouvez vous la poser. Et j'ai envie de dire, tant que vous vous sentez bien, il n'y a pas de mauvais choix. Je ne sais pas si cette réponse, elle te convient. Mais ce que je veux, c'est que tu puisses te l'approprier, en fait, dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en fait, à chaque instant, quand dans ta vie, tu vas avancer, voilà, ce qu'il faudra que tu vérifies de temps en temps, c'est est-ce que mes trois pattes, elles sont bien présentes et est-ce que je me sens finalement à l'équilibre avec le poids que j'ai mis sur chacune de ces jambes. Merci beaucoup pour votre réponse. Ça te va ? Oui. Bonjour, moi c'est Suzanne. Je voulais savoir quel a été l'avis de votre famille et de vos amis sur vos objectifs professionnels et qu'est-ce qu'ils en pensent encore aujourd'hui. Non, mais je pense que bon, ils sont pas là, mais je pense que mes parents, ils ont toujours été contents et satisfaits de mes choix. J'ai un petit garçon, voilà, mon fils, il sait que le travail, c'est important pour le moment. Comme tous les enfants, je veux dire, et je lui en parle, je lui parle de mon travail, je lui raconte ce que j'ai fait dans ma journée. En fait, je pense que l'important, c'est, encore une fois, c'est surtout toi. Tu vois, on en revient à la question d'avant. En fait, les autres, oui, c'est bien, mais toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé du choix des sciences ? Ouais, c'est ça. Moi, ça n'a jamais choqué personne, je pense. Non. En fait, à partir du moment où tu es solide dans tes bottes, tu sais où tu vas. Bah, je pense que les gens, ils te suivent, en fait. Parce que c'est surtout, aller aussi loin dans les études, c'est connu pour être compliqué ou long, etc. Oui, c'est vrai. Donc souvent, on réagit à « Ah, t'es sûr tout ça, d'études ?» Ils l'ont peut-être fait, mais j'en ai pas souvenir. En tous les cas, encore une fois, à un moment donné, il faut peut-être aussi vous mettre...
Bien sûr, il faut écouter ses proches. Bien sûr, il y a peut-être des choix qu'on fait dans la vie qui sont pas bons, mais à un moment donné, il faut aussi, vous, savoir ce que vous voulez. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, vous, en fait. C'est ça qui est important. Hein. Très bien. Écoute, merci beaucoup à Meissa et Suzanne. On passe à nos 2 chroniqueuses suivantes, Racha et Mégane. Du coup, bonjour, je m'appelle Racha. Donc là, la question que j'ai posée, c'est encore sur du personnel. Ah, Racha. Donc, let's go. Donc, en fait, récemment, une photo a circulé avec vous en train de donner un exposé avec votre enfant dans les bras. Donc, déjà, comment avez-vous géré ça? Oui, c'était lors d'une conférence que je donnais à Louis le Grand, justement à des jeunes lycéennes comme vous. L'objectif, c'était de leur dire que effectivement, on peut s'éclater en faisant des maths. Effectivement, même dans un lycée comme Louis le Grand, qui pourtant, on se dit, ils ont des modèles, etc. Non, on m'a demandé d'intervenir parce que c'est vraiment, même en terminale, au moment des choix, elles peuvent aller vers d'autres disciplines par manque de représentation de ces métiers-là, de ce qu'on y fait, etc. Donc c'est un soir comme ça, j'ai pas de nounou et j'amène mon fils qui a 2 ans et je propose à la Véronique donc de le garder. Il se lève et il monte sur scène et il dit « Maman, je veux les bras ». Oui, la gêne. Là, sur le moment, c'est très gênant parce que, en fait, je me dis ça va être compliqué. Il a 2 ans, il demande d'aller aux toilettes souvent, il m'interrompt souvent. Quand je suis en réunion de famille, il intervient sans arrêt parce qu'il veut être présent, il veut qu'on l'écoute, il veut qu'on le regarde. Donc sur le moment, comme j'avais dit à l'époque, je me suis retournée, j'ai failli verser une larme, je me suis sentie super seule et j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit là, c'est pas gérable. Et puis en fait, je me retourne et là, comme vous, j'ai plein de filles et elles sont venues pour montrer que c'est faisable. Donc je prends le bébé d'un bras, je prends le micro de l'autre et puis on y va. Et donc il y a cette fameuse photo qui illustre cette question de la vie pro et de la vie perso, qui fait 4 millions de vues en un week-end et effectivement qui va donner lieu après à la naissance du collectif Elestime. Et finalement, tout s'est hyper bien passé. Hein. Léandre, au bout de 30 minutes, il a dit « Maman, c'est bientôt fini ». J'ai dit oui. J'étais là et je témoigne. Il a été super sage. T'étais là. Mais oui, j'étais là. Oui. Il était vraiment parfait. Je crois que tu voulais compléter ta question. Je voulais finir. Donc de plus, j'aimerais savoir si vous pensez que votre métier aura un impact sur l'orientation de votre fils. C'est une bonne question. Je pense que c'est pas mon métier, mais c'est plutôt ma façon de penser. Et ça, c'est propre à un peu... c'est pas... Je dirais c'est pas déterministe, hein, donc voilà. Mais la façon dont on amène un problème, la façon dont on réfléchit, la façon dont on amène une solution quand on est confronté à un problème au quotidien, en fait, c'est une façon de réfléchir déjà. Et je dirais que c'est plus ça en fait qu'on transmet à nos enfants, c'est la façon de résoudre un problème plutôt que le métier lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aura peut-être un impact effectivement sur sa façon de réfléchir et de résoudre des problèmes et peut-être du coup effectivement d'identifier quelque chose qui lui plaise ensuite. Du coup, merci. Bonjour, donc moi c'est Mégane et j'aimerais vous demander si en étant lauréate du trophée Femmes du numérique l'année dernière, vous avez eu un impact international dans votre vie professionnelle et que représente ce prix pour vous? Oui, tout à fait. Donc du coup, je remercie encore l'usine Nouvelle pour ce prix. C'était une très très belle reconnaissance parce que comme je vous l'ai dit, moi j'étais plutôt travailleuse. Je dis tout n'est pas tombé du ciel, voilà. Donc c'était une très belle reconnaissance. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi. En fait, j'avais pas forcément confiance en moi. Non, mais c'est vrai, en fait, tu vois, on est entouré de... Mais c'est bien de le dire, parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas l'image que tu projettes, hein. Je veux le dire, hein. Mais c'est bien de dire que c'est le cas quand même, quoi. Donc, voilà, petit scoop, ouais, j'ai pas forcément confiance en moi. Et alors, surtout pas les dernières années, j'ai pas forcément, Puis, on est toujours entouré de gens brillants, et puis on pense toujours que les autres savent mieux faire, et voilà. Et ça m'a permis de me dire, non, mais en fait, en fait, je peux quand même avoir confiance un peu en moi, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, comment est-ce que vous pouvez avoir confiance en vous sans trophée? C'est ça la question. Donc Nathalie, si tu as des réponses pour m'aider. C'est l'expérience, hein. Ouais, moi, c'est ça qui m'a aidée, en tout cas. Hein. C'est que comme beaucoup, j'avais un très, très gros syndrome de l'imposteur. et juste, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il diminue. Il est toujours là, hein. Mais il diminue de plus en plus parce que je me rends bien compte que j'avance, que j'accomplis des choses au quotidien. Donc, c'est ça qui m'aide, hein. Mais il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. Donc, je dirais que c'est ça surtout ce que ça m'a apporté, une confiance en moi. Et après,
Alors l'autre chose que ça m'a apporté, mais ça va un peu avec la photo, c'est la présence aussi sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, à laquelle j'étais pas habituée avant. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que, et ça c'est aussi quelque chose que je voudrais vous transmettre aussi, c'est pourquoi je le fais, c'est que ça ouvre des opportunités en fait, et puis je découvre d'autres gens et je découvre d'autres, et moi c'est vraiment pour cet aspect vraiment humain et relationnel que je le fais, et donc en fait le point est aussi, il n'y a jamais de petites opportunités. Je me souviens, en fait, avant de faire cette fameuse exposition, qui m'a ensuite fait faire cette photo, qui m'a fait faire Elestine, qui m'a fait faire... Enfin, voilà. Mais à la base, ça a commencé par... Véronique qui m'a demandé si je voulais intervenir au salon des maths et des jeux pour faire... quoi, tu te souviens du nom? Non. Un exercice un peu particulier de parler des maths, quoi. D'accord. Et j'ai dit oui. Et ça a donné autre chose, qui a donné autre chose, qui a donné autre chose, qui a donné autre chose. Et puis, effectivement, c'est un peu comme les posts sur LinkedIn. C'est jamais facile de s'exposer. On peut penser que, voilà, sur LinkedIn, je trouve ça hyper drôle, hyper facile de le faire. Au début, déjà, ça l'est encore moins. Mais en fait, le fait est que ça amène des nouvelles connaissances, ça amène des nouvelles discussions, ça nourrit intellectuellement. Donc moi, si je le fais, c'est parce que ça me nourrit intellectuellement. Tout à fait. Ouais, le confronter les idées, tu enrichis ton réseau, tu enrichis les points de vue des gens aussi, le background, la diversité des gens avec qui tu interagis. Donc voilà. Donc, mais ayez confiance en vous et peut-être n'attendez pas les prix. Si vous en avez, tant mieux. Mais n'attendez pas forcément les prix pour avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Et on remercie... Vas-y, pardon. J'aimerais vous dire que je vous félicite pour tout ce que vous avez fait et que vous êtes trop mignonne. C'est trop mignon. Merci. C'est gentil. Alors, super. On remercie encore nos chroniqueuses Racha et Mégane. Et on passe aux deux dernières chroniqueuses, donc Mirza et Fatia. Donc, bonjour. C'est Fatia. Bonjour Fatia. Je vais vous poser 2 questions. Donc, je commence par la première. Comment la science des données peut-elle être impliquée et impactée dans différents domaines tels que la santé, les finances ou le marketing? Alors, la santé. On prend un exemple. La santé aujourd'hui, tu as tes trackers d'activité. Donc, par exemple, une montre connectée, tu en as peut-être une qui te donne un nombre de pas que tu peux faire dans une journée. Et les données en fait qui sont collectées sur ton style de vie, elles vont permettre à la montre de te proposer des objectifs de pas qui vont être plus adaptés à ton style de vie. Et parce que voilà, je sais pas si tu as déjà entendu parler des 10 000 pas, c'est difficilement faisable en fait dans une journée. Et quand on met des objectifs de pas qui sont trop loin de ce que tu es en mesure de faire, ça décourage. Et donc, du coup, les données qu'on va collecter sur toi, elles vont permettre aux fabricants, par exemple, de savoir quel est ton style de vie, quelle est ta baseline, et de pouvoir essayer de te proposer des objectifs de pas qui vont être plus près de ce que tu fais, tout en te challengeant. Et donc ça, c'est un exemple dans la santé, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est la connaissance de finalement qui tu es, qui va permettre de personnaliser soit des recommandations, on peut aller même jusqu'à recommander des traitements, personnaliser des traitements. Donc, c'est vraiment... et puis, ça ne va aller que crescendo. Ça permettra d'avoir une médecine un peu personnalisée. Sur les aspects marketing, j'aime bien... Alors, c'est un peu la R&D, mais aussi... je vais prendre les exemples des voitures. Les voitures, elles ont des flottes de véhicules qui sont connectés. C'est vraiment les premières qui ont fait ça en mode recherche et développement. Les données qui sont collectées, elles vont permettre de comprendre comment les personnes, elles utilisent les voitures, quelles sont les fonctions qu'elles utilisent. Et en fait, du coup, par exemple, ça va pouvoir permettre de presque en live, de faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire de savoir un peu, tu vois, est-ce que les composants qu'on a mis, ils sont robustes, est-ce qu'il y en a qui tombent plus en panne que d'autres, prioriser ou déprioriser même, donc marketing des fonctions produits, en se disant, tiens, ça marche vachement bien, ils l'utilisent tout le temps, ou cette fonction qu'on avait mis dans le véhicule, finalement, elle n'est pas très utile, et à la limite, on peut la déprioriser, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça permet, la donnée, là, dans ce cas-là, qu'on collecte, elle permet de développer les futures versions du produit. Comment voyez-vous l'avenir du domaine dans lequel vous travaillez?
son impact sur la société et la place des femmes dans le secteur. Si on prend le secteur data science que je connais bien, la question de savoir quel est son impact, oui, je pense qu'il va être grandissant. Évidemment, il va y avoir la question, les enjeux légaux, les enjeux éthiques, etc., qui vont toujours être très présents. Mais je pense que ça restera des secteurs qui vont être prometteurs et dans lesquels il y aura des débouchés. Et sur la question de la place des femmes, pour moi, ce qui est important, c'est que les femmes, elles prennent leur place dans ces métiers-là, mais aussi dans les métiers de la tech plus largement. Voilà, donc ça serait bien qu'un jour vous puissiez discuter aussi avec d'autres types de métiers, ceux qui développent les applications mobiles, ceux qui développent les sites web, fabriquer des composants électroniques. Enfin, c'est des métiers qui doivent être extrêmement passionnants aussi. Donc, il faut que les femmes, elles puissent prendre pleinement leur place dans ces métiers-là. C'est important parce que, en fait, ce que j'aimerais éviter, c'est que les femmes, parce que c'est un des constats que j'ai pu entendre, qu'elles puissent aller ensuite vers des formations bas niveau ou bas de gamme, si on peut dire, limite, presque même, tu sais, un mois, vous prétendez être data scientist, puis qui finalement vont faire des tâches rébarbatives, pas très intéressantes, et finalement, on va se retrouver dans une situation sous-rémunérée. Donc, en fait, il faut que les femmes, elles aillent vers la tech, certes, mais vers des formations de qualité. Est-ce que ça t'est satisfait comme réponse? Très bien, merci. Alors, je propose qu'on applaudisse encore nos 6 chroniqueuses. Merci beaucoup, les filles. C'était des questions très intéressantes.